Parfait. Donc, bon, j'aimerais vous donner la bienvenue à la troisième rencontre, le Forum SEC de l'automne, le premier qu'on fait en français. Je suis content qu'on puisse alterner les langues dans le contexte, pas seulement de l'Université d'Ottawa, mais aussi dans le contexte canadien. Et aujourd'hui, on va parler avec Chantal Arousseau, professeure et directrice du département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal. Et on va parler justement d'un sujet que je pense qu'il est d'actualité et qu'il va rester quand même d'actualité, qu'on a appelé, le titre suggéré par Chantal, c'est « Nouveaux risques de l'enseignement en ligne ». Et justement, l'idée, c'est de commencer avec une conversation d'à peu près une trentaine de minutes. Et après, on pourra ouvrir aux questions et commentaires des collègues, des personnes qui sont là. Mais bon, je trouve que, bon, d'abord, pour les gens qui sont là pour la première fois, je fais ça dans le contexte de quelque chose que j'appelais SEC. Et SEC, c'est Critical Education, éducation critique. Une initiative que j'ai lancée il y a peut-être déjà un an, avec justement l'objectif de pouvoir discuter de ces sujets, d'avoir des conversations franches, libres, des sujets qui concernent justement l'éducation universitaire, la recherche à l'université, des défis qu'on confronte aujourd'hui. Parmi ces défis, justement, l'enseignement en ligne. J'avais vu à la CFAS une présentation que Chantal avait faite, que je trouvais très, très intéressante, parce qu'elle parlait justement, pas seulement de l'enseignement en ligne, mais en général de comment les conditions de travail changent et comment cela génère des nouvelles formes. Même elle parlait de violence, de stress, de tensions dans le champ du travail et bien sûr dans le contexte universitaire. Donc, j'aimerais inviter Chantal d'abord à nous expliquer un peu le fondement, si vous voulez, conceptuel de son point de vue sur ces défis que l'on confronte aujourd'hui, justement dans le contexte universitaire. Bonjour, mais merci beaucoup Isaac pour cette mise en bouche, cette mise en train. Je remarque que nous sommes un petit groupe et que peut-être la langue y est pour quelque chose. Oui, peut-être, mais je n'ai pas eu beaucoup de mots non plus dans les rencontres précédentes en anglais. Oui. Mais l'idée après, c'est de rediffuser notre conversation et que plus de gens aient accès, oui. Et je remarque également que dans ce petit groupe, il y a une personne en particulier, Mme Newton-Duval, évidemment, vous êtes devenue célèbre malgré vous. Bien, merci beaucoup d'être là. Et clairement, vous allez pouvoir, comme tout le monde par ailleurs, mais peut-être avec une expérience encore plus viscérale, plus intérieure, plus profonde, exprimer toutes les difficultés ou les nouveaux risques, effectivement. Et vous allez voir que dans la présentation, en fait, je me suis éloignée quand même de la rencontre initiale qu'on avait eue, Isaac et moi, à la CFAS, parce qu'à ce moment-là, vraiment, j'étais sur les nouvelles nouvelles théories et nouvelles pratiques d'intervention sur les situations de harcèlement et violence au travail dans les contextes d'organisation beaucoup plus agiles et mobiles particulièrement, ce qui n'est pas le cas de l'université, qui est une institution. Et donc, le cadrage théorique d'aujourd'hui, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, sera davantage sur l'évolution des perspectives critiques, mais vraiment au sens plus des épistémologies ou des théories, sur les rapports entre les gens et qui s'accentuent et sont souvent à l'origine des dérives finalement de l'enseignement en ligne, parce que les sujets sensibles se prêtent moins à certains médias, et notamment au niveau des nuances, au niveau de la socialité, au niveau du respect obligatoire, le cadre de l'enseignement, le médium de l'enseignement en ligne se prête mal, et en même temps, ce sont les enjeux dont on va discuter pour participer, je pense, à l'éclairage des sociétés, notamment dans les disciplines des sciences humaines, entre autres, là, ou en particulier, je ne sais pas. Donc,
Je me suis aussi inspirée, c'était la dernière fois, le 3 novembre, Isaac recevait Léo Corey qui parlait de la place des humanités ou des sciences humaines à l'université, ou comment les universités, devant toutes les pressions économiques, marchandes et instrumentales qui la secouent, peuvent maintenir finalement une formation sur les humanités. Je retiens surtout de cette présentation, qui est disponible en ligne par ailleurs, l'usage des métaphores. Et donc, je vais parce que j'ai 30 minutes et que ça oblige des raccourcis, fonctionner beaucoup aujourd'hui avec des métaphores. Peut-être également que ces métaphores aident ou facilitent aussi, jusqu'à certains points, la prise de parole, parce que c'est une pensée en évolution que je vais partager et non pas une pensée achevée. Donc, il faut vraiment, je pense que c'en est une des métaphores que je voulais utiliser, c'est-à-dire que mon enracinement, mes ancrages théoriques ou épistémologiques ou paradigmatiques ne sont pas nécessairement dans les approches critiques, mais que je tends à regarder de ce côté-là parce que je vois qu'il y a une évolution de ces revendications, de ces aspirations, de ces manières de concevoir la communication, entre autres, qui est mon domaine de recherche, d'action, d'enseignement. Et tout à coup, je me rends compte que quand je tourne le regard vers ces perspectives, ben, je n'ai pas non plus la qualité de vision d'une personne qui en est issue ou pour qui c'est l'élément central. Donc, j'ai l'impression d'ajouter une paire de lunettes, mais d'avoir encore la vue un peu brouillée par toutes les complexités de ces nouvelles perspectives théoriques. Donc, et je vais aussi me baser, ce que Léo Corey avait fait également, c'est que j'ai aussi un double chapeau. J'ai un chapeau ici de professeur, chercheuse, mais aussi de directrice de département depuis la pandémie. En fait, je suis entrée en pleine pandémie. Et c'est aussi à titre de directrice que l'obligation d'agir, d'intervenir ou de saisir finalement les occasions qui sont fournies par certaines dérives dans certains cours, en enseignement en ligne, par hasard, des risques là, quand il faut qu'on commence à aviser le service des communications pour qu'il y ait une certaine vigilance sur les réseaux sociaux numériques, quand il faut commencer à appeler le service à la vie étudiante en disant, vous savez, il y a des étudiants et étudiantes qui ont peut-être été secoués d'une manière inattendue aujourd'hui, obligés d'appeler également le service de santé globale de l'UQAM pour dire, j'ai une enseignante, si elle appelle, prenez-la. Donc, tout ça ensemble, ben, c'est de ça dont on va discuter là, à partir de maintenant. Je vais peut-être commencer en me positionnant, c'est-à-dire me positionnant un petit peu, en disant, bon, je suis Chantal Rousseau, il l'a dit, je suis au département de communication sociale et publique de l'UQAM, mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les dynamiques relationnelles dans les dyades et les groupes, donc la communication interpersonnelle, en particulier dans les milieux de travail par ailleurs, et beaucoup sur les questions de conflits, violence, parce que ça a été, comment dire, c'est souvent autour de ces enjeux-là, ben, c'est ma thèse déjà, mais c'est aussi toute la suite des interpellations publiques ou sociales qui en ont découlé. Et quand j'essaie de faire comprendre l'intérêt, c'est quoi le sous-domaine de la communication interpersonnelle dans le domaine de la communication, évidemment, on n'a pas fait le tour d'horizon, on aurait presque plus vu le nombre de personnes, mais je ne sais pas combien d'entre vous, à part Isaac, sont de la communication. Il y a plusieurs collègues, je vois Luc Dupont, Luc Bonville, il est là. Donc, il y a, ils sont là, des étudiants aussi, Hannah, par exemple, je reconnais aussi elle fait sa maîtrise. Donc, oui. Ah, c'est parce que je vois que ceux qui sont en image, je ne vois pas les autres. J'ai juste... Oui, c'est ça, mais oui. OK, je n'avais pas vu qu'il y avait d'autres personnes. Mm-hmm. Ah, mais les sociologues, oui, d'accord, Luc, c'est enregistré. Oui, les sociologues, mais quand même, tu connais Luc très bien. Donc, c'est bon. En plus, il va montrer sa lunette. Alors voilà, bonjour Luc. Mais donc, j'utilise la métaphore de la maison. C'est un petit peu, quand vous regardez la communication, quand on parle de la discipline en tant que telle de la communication, c'est un peu comme regarder une maison, et là, je vous proposerais une maison urbaine, une maison de briques, comme on en voit parfois. Je dis, quand on regarde la maison, on voit les portes, les fenêtres, le revêtement, le toit, tout ça, pour moi, c'est la communication publique, c'est la présentation de soi, c'est l'image de soi, c'est les médias à la limite. C'est ce qui est visible, c'est ce qui est saillant. Quand on parle de communication interpersonnelle, dans ce type de construction-là, moi, je parlerais plutôt du ciment qui tient tout ça ensemble, ou des fondations de cette maison-là. Donc,
on est une partie à la fois invisible et essentielle de toute communication, mais aussi une partie essentielle et invisible qui, comment dire, est moins design. C'est-à-dire que les modèles de portes, les modèles de fenêtres, les types de revêtements évoluent beaucoup, mais le ciment puis le béton pour faire la fondation puis tenir les briques ensemble a tendance à moins bouger au niveau théorique. Donc, ce serait ça. Et je vous dirais, dans ce contexte-là, dans cette perspective-là de l'allégorie, de la métaphore de la maison, je dirais que la communication en ligne, interpersonnelle en ligne, c'est comme si tout à coup, on nous proposait un modèle de maison Lego. Une maison où tout a l'air de tenir ensemble, sans qu'on se préoccupe trop de relations, sans qu'on se préoccupe trop du ciment ou du lien, et en plus avec une espèce de préoccupation plus pour l'agilité, donc la capacité d'une maison Lego, vous la montez, vous la démontez, à la limite, vous pouvez même en faire un avion avec les mêmes pièces, ça marche quand même. Donc, au fond, on nous présente la communication interpersonnelle en ligne en laissant assez peu de place au sens que pourrait ou devrait prendre la communication interpersonnelle, la communication humaine. Et dans notre enseignement, ça revient à la même chose. Je vous dirais que l'allégorie de la maison de briques ou Lego, mais c'est un petit peu l'enseignement traditionnel versus l'enseignement en ligne. Donc, on nous propose de faire le show de la maison. Ça a l'air de tenir. En plus, c'est plein d'avantages parce que vous savez, les maisons Lego résistent très, très bien au froid. D'ailleurs, ça fait partie des options pour les constructions dans le Grand Nord, hein, d'avoir l'équivalent de maison Lego parce que le Lego est très, très résistant au froid. Donc, on voit les avantages de ça. Pas cher, facile, agile, et on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas de ciment et que ça ne peut pas tenir éternellement, qu'il n'y a pas de fondation derrière tout ça. Donc, en ligne, en présence, traditionnelle ou non, évidemment, probablement que le meilleur mélange serait dans une construction hybride où on arriverait peut-être à avoir un pan de mur en Lego dans une maison par ailleurs avec un peu de briques. C'est ma position disciplinaire. Au-delà de ça, dans le temps qu'on a, je voulais revenir sur 2 situations qui se sont déroulées chez nous, dans notre petit département, à une toute petite échelle. Rien à voir avec l'exemple plus présent et prégnant de Mme Lieutenant Duval par ailleurs, mais pour montrer à quel point c'est partout et c'est là tout le temps. 2 situations, donc depuis que je suis directrice. La première se déroule en novembre 2020. En novembre 2020, dans le cadre d'un cours sur les approches symboliques de la communication, la professeure qui est en charge, donc c'est une professeure, ce n'est pas une chargée de cours, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté des chargés de cours ou si ça a eu lieu ou non, mais bon. Elle a un grand groupe. Alors ça, c'est une autre chose. En ligne et grand groupe, quand même, et premier cycle. C'est important parce que c'est le niveau de sagesse, le niveau de discussion, de réflexivité, la capacité de maintenir ou de mieux gérer peut-être les émotions éventuellement qui vont survenir ou surgir à l'intérieur d'une discussion. Mais dans ce grand groupe, elle organise en ligne, parce qu'on est à 100% en ligne en novembre 2020, des petits ateliers autour des lectures qui ont été faites. Et comme on parle d'approche symbolique, et on est rendu quand même à la 11e semaine, j'ajoute 11e semaine, parce que le deuxième exemple est aussi en novembre, aussi à la 11e semaine de 2021. Il y a un aspect de fatigue, il y a un aspect de manque de lumière, il y a un aspect de fatigue chez les enseignants, enseignantes, mais aussi de stress et d'anxiété chez les étudiants et étudiantes qui voient la fin de la session arriver et qui, encore une fois, sont dans une situation où le contrôle des émotions est moindre, mais arrive aussi à cette 11e semaine les discussions, les apprentissages plus sensibles. Parce que c'est le moment où ça y est, on a déposé le cadre, les éléments fondamentaux pour amener notre réflexion. Et là, on est dans des applications plus subtiles, plus sensibles, parce qu'effectivement, on veut leur permettre d'aboutir dans ce cours-là un petit peu plus loin. Contexte. Lecture un peu sensible quand même. On en est effectivement en approche symbolique à ce moment-là sur la question du mot en N. Et par ailleurs, le groupe fonctionne avec une charte, donc a établi, a discuté, a clarifié, a mis en application déjà pendant les 10 premières semaines une charte où on dit les discussions doivent être ouvertes, respectueuses, ce qui se passe en classe ne doit pas sortir de la classe, en fait. Toute une série de codes comme ça qui ont été convenus, discutés et mis en œuvre déjà. Malgré tout, l'enseignante, qui est très, très expérimentée, pour qui c'est vraiment un sujet central dans l'ensemble de sa carrière, qui est quand même assez avancé, qui a grand succès en pédagogie habituellement, donc propose un débat.
est-ce que c'est proscrit? Est-ce que vous parlez encore? Est-ce qu'on a encore le droit de faire des débats? Est-ce qu'on a encore une société dans laquelle le débat est possible? Un débat. Et on va voir que dans les stratégies d'ajustement, on va se retrouver maintenant à ne plus parler de débat ou à dénoncer le débat comme étant une forme non propice finalement à des discussions sensibles. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'elle a proposé. Et dans ce débat, donc, il y a des prises de parti. Et puis, autre chose, je remets encore un autre élément en compte. Les débats, ça dépend sur quelle question. Mais là, la question, c'était, c'est une question habituelle, c'est-à-dire, que doit-on faire pour raconter, finalement, raconter les histoires quand une partie de ces histoires-là est fondée sur des matériaux qui utilisent, ou est-ce qu'on doit simplement changer, dans l'espace public, est-ce qu'on doit changer, par exemple, sous une statue d'une personne réputée colonialiste et qui a produit des situations, qui a encouragé l'esclavage de différentes façons? Est-ce qu'on doit maintenir la statue puis inscrire autrement la vignette ou on doit enlever la statue complètement? Donc, quel est le rapport à enlever, comment on éduque à l'intérieur de ça? Donc, un sujet sensible, mais qui est prévu comme étant sensible, qui a été annoncé comme un sujet sensible par ailleurs. J'ajoute juste grand groupe en ligne, 11e semaine de cours fatigue, et j'ajoute, je ne sais pas comment ça se passe dans vos classes ou vos lieux d'attache, mais un autre enjeu, c'est celui du fait qu'on a dans nos classes de plus en plus d'étudiants qu'on dit ou d'étudiantes qu'on va dire le mot n'est pas terrible, en situation de handicap, c'est ça qu'on utilise. Donc, des personnes qui présentent des TDAH, des personnes anxieuses, des personnes dyslexiques ou dyslexiques, donc toutes sortes de situations pour lesquelles on tente de les accommoder. Mais ce sont des personnes hyper réactives et en plus qui peuvent avoir des TOC, donc des troubles obsessifs compulsifs. Et donc, il y a une des personnes dans une des petites équipes, deux choses. Une petite équipe sont 4-5, ça doit être un nombre pair, donc disons 6. Une étudiante est une étudiante, mais là, on n'a pas besoin de le savoir et de l'appliquer chaque fois, mais cette étudiante-là est une étudiante qui a une émission de radio en ligne, là, un blogspot, là, qui est aussi très visible sur les médias sociaux et qui est noire. Et on a 2 personnes qui présentent des TDAH, mais personne ne le sait, sauf la prof, qui a vu les lettres pour les accommodements. Et à un moment donné, dans la discussion, une des étudiantes blanches dit le mot. Et l'étudiante noire se sent immédiatement, elle dit, on a dit qu'il ne fallait pas le dire, on a été sensibilisés à ça, puis là, et la personne blanche, à cause de son trouble, entre autres, se met à répéter le mot pour dire, non, je ne voulais pas dire tel mot. Donc, il y a comme mais l'étudiante noire ne sait pas que l'autre a un TDA parce que c'est pas inscrit sur son front et quitte, bouleversée, et va chercher du soutien où elle en trouve habituellement, donc sur les réseaux sociaux numériques. Avec un succès bœuf, où on va voir monter en flèche, donc sur sa page, sur son post, en tout cas, on va voir monter des fois jusqu'à 100, 50, 200, 300 nouveaux visionnements à l'heure d'un témoignage où elle dénonce vraiment une université irresponsable, une prof irresponsable, un groupe cours incroyable qui vraiment, où on ne peut pas croire que les choses, donc vous voyez un peu, et puis on voit à travers ça les commentaires haineux finalement qui s'ajoutent parce qu'il se passe différentes choses. Il y a une récupération par certains militants qui disent, ben là, on a encore, c'est flagrant, c'est inévitable, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, ça monte. Et la prof, c'est son domaine, c'est complètement hors de son contrôle, là. Le service des communications va afficher des choses. Tout ça se passe, mais la prof ne le sait pas à ce moment-là. Donc, ça se passe pratiquement à la fin du cours. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu le temps, comme il y avait plein de petits groupes, un grand groupe, elle n'a pas eu le temps de faire la tournée générale de l'ensemble des sous-groupes avant le retour en plénière. Quand le retour en plénière se fait, l'étudiante
qui est déjà en train de construire sa capsule vidéo n'est évidemment plus présente à la discussion, ce qui en soi n'est pas un... Tant que personne ne dit rien, c'est une étudiante de moins dans un écran qui, de toute façon, ne contient pas tout le monde. Ça passe inaperçu. Et là, ça commence après. Et qu'est-ce qui se passe pour la prof? Sentiment d'incompétence, sentiment de responsabilité pour toutes les souffrances, hein, la souffrance de l'étudiante qui cherche du soutien, mais la souffrance des étudiantes qui sont ciblées dans ça et qui ont été incomprises dans tout ça, mise en doute de sa capacité à donner ce cours-là, incapacité à savoir comment elle va pouvoir retrouver ce groupe-là la fois d'après, crainte parce que c'est une prof qui a beaucoup d'expérience mais qui est relativement nouvelle au département, que ça a un impact sur sa carrière. Là, on voit la panique qui s'installe. Sommeil altéré pendant des jours et des semaines, plusieurs rencontres individuelles, sollicitations d'avis de gauche et de droite, petit comité. On avait heureusement une assemblée départementale le lendemain. Elle a eu également l'humilité, l'audace, le courage de solliciter de l'appui. Donc, on a présenté, puis on a toujours dans nos ça tombe bien, c'était proche, donc comme je dis, le lendemain ou le surlendemain, cette assemblée, on a toujours un espace, au début de notre assemblée, ce qu'on appelle un espace salon, où on ouvre la discussion libre sur un thème de préoccupation. Et on a ouvert le salon, donc, sur cette situation. Sans la nommer, parce qu'elle ne voulait pas être nommée, elle n'était pas sûre de vouloir, elle avait peur à son image, donc il y a de la protection d'image qui se faisait. Et là, il y a eu beaucoup de bienveillance qui a été exprimée. Et tout à coup, ben là, j'ai deux autres profs qui disent, ben moi aussi, dans mon cours, j'ai eu peur que ça se produise, mais heureusement, ça n'a pas pris d'ampleur. Donc, il y a eu des échanges sur Messenger, il y a eu des échanges Facebook, mais c'est resté surtout à l'intérieur du groupe. Ça n'a pas été repris par les médias sociaux plus largement, où il n'y a pas eu cette espèce d'emballement-là. Mais deux autres situations, même session, de deux collègues. Et là, ça commence à faire beaucoup, là. Et bien, éventuellement, c'est passé, ça a été repris par une émission de télévision d'un poste communautaire. Il y a eu différentes tentatives. Et je ne peux même pas vous dire si l'étudiante est encore là. Je peux vous dire, par contre, que la prof, après beaucoup d'hésitations, a repris le cours cet automne. A repris le cours en modifiant la formule, a repris le cours en modifiant les lectures, a repris le cours en mettant beaucoup de conditions et surtout, a repris le cours dans un contexte où les cours sont en présence. Donc, ça change énormément de choses par rapport à, comment dire, l'emballement, l'espèce, tout glisse entre tes... Puis il n'y a plus moyen. Et là, c'est vraiment des situations paradoxales. Quoi que je dise, quoi que je fasse, d'une certaine manière, c'est récupéré. Parce que je ne suis plus une personne qui parle, mais je deviens l'incarnation d'un système établi, discriminatoire et tout ce que vous voulez. J'endosse soudainement le regard des autres qui me disent que je suis une femme blanche et que donc je ne peux être... c'était un problème systémique, donc il n'y a plus moyen de dire ce n'était pas l'intention, ce n'était pas ça qui était en place. Et on ne peut pas non plus dire, bien, vous savez, l'étudiante qui vous a fait ça avait un problème parce qu'on est lié à la confidentialité, on ne peut pas dire que l'autre était prise. Donc, il n'y a plus rien qui puisse se dire. Et à partir du moment où, comme prof, les mots ne peuvent plus servir, dites-moi avec quoi on enseigne. Deuxième question, deuxième situation, novembre cette année. Je suis impliquée comme professeur cette fois dans un atelier d'intégration. Nous sommes 3 professeurs expérimentés. C'est une nouvelle cohorte qui arrive dans un programme de communication humaine. Et donc, on est rendu, c'est un cours d'un crédit, donc très, très peu. On a 8 rencontres seulement. C'était la 6e rencontre. 5e rencontre. 6e rencontre. Bon, 6e des 8 rencontres. Donc, 6e des 8 rencontres, on a choisi le format en ligne pour cette rencontre parce qu'on a juste une petite présentation d'une vidéo institutionnelle qu'on a déjà passée, qu'on a déjà utilisée en ligne l'année précédente sur la banalisation des violences. Encore une fois, ce n'est pas banal de penser que les situations à risque du métier sont aussi liées à des sujets sensibles. Donc, ce n'est pas juste le fait d'être en ligne qui est en cause, mais le fait que ce soit en ligne fait qu'on perd le contrôle. Donc, sujet sensible, mais en même temps qu'on a déjà, puis c'est une vidéo institutionnelle, donc ça passe dans presque tout. L'an dernier, c'était la vidéo, en fait, l'année précédente,
c'était la vidéo obligatoire pour la formation, sensibilisation aux différentes formes de harcèlement et agression en milieu universitaire. Donc, et ce qu'on demande aux étudiants et étudiantes, donc la vidéo passe, c'est une vingtaine de minutes, 18 minutes. On la fait en ligne et il y a une seule de nous trois, on est trois profs. Je lui dis, mais comme c'est en ligne, puis que c'est juste, on regarde la vidéo, puis on dit l'activité, on donne le devoir, puis on laisse les gens travailler ensuite. Donc, on ne voyait pas la nécessité de les déplacer pour ça. Et là, le devoir qu'on leur demande, on a repris exactement la formulation de l'année d'avant. Puis quand on a confié à la troisième personne, c'est-à-dire que l'an dernier, on était deux, la personne qu'on ajoute était la personne présente pour l'enseignement en ligne. Quand on lui a dit, écoute, cette activité-là, l'an dernier, ça a super bien fonctionné, les étudiants étaient emballés. Donc, ça devrait bien se passer. Et en fait, on n'a même pas dit que ça devrait bien se passer, on fait juste dire, on a repris l'activité telle qu'elle parce que ça a été un succès l'an dernier. Donc, aucune préparation, aucun sentiment de risque ou de menace. Elle présente la vidéo, puis elle présente le travail. Le travail dit, est-ce que vous pouvez, parce qu'il y a des présentations sur la banalisation des violences, on a trois types d'employés, donc étudiants, professeurs et employés de soutien, qui présentent différentes agressions du quotidien. Et puis là, on fait la présentation en disant, il y en a plein d'autres types d'agressions. Il y a les agressions liées à l'âge, il y a les agressions liées au racisme. Donc, il y a toutes sortes d'autres formes d'agressions ou de micro-agressions, d'expériences finalement interpersonnelles ou relationnelles inconfortables ou voire agressantes. Donc, on vous dit, en vous basant sur des expériences vécues, mais pas nécessairement vécues personnellement. Ça peut être des expériences vécues simplement, on prend le métro, on entend des gens qui se parlent, et ça, on le dit, on le verbalise. Et ça a été verbalisé. Le mot « vécu ». Est-ce que vous l'avez banni de vos dictionnaires, celui-là aussi? Sinon, je vous encourage à envisager la possibilité de bannir le mot « vécu ». Parce que le mot « vécu » a suscité une flambée de, si vous pensez, de quel droit osez-vous nous demander de dévoiler les agressions dont on a été victime? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Étonnamment, le premier porteur de dossier, ou le premier frondeur par rapport à ça, en classe, donc qui apparaît à l'écran, est un jeune homme blanc, venant d'Outremont, je ne sais pas si vous savez, en tout cas, bref, qui ne vient pas nécessairement de la pauvreté non plus, et qui prend parole pour les autres, ce qui est assez paradoxal. Mais bon, comme le paradoxe ne fait peur à personne, c'est comme ça que ça se produit. Et là, il se passe deux choses. Là, tout à coup, il y a ça qui sort, mais ça sort, là, tu as une personne, comme prof, vous le savez, on a des gens, on a un groupe d'une 60aine de personnes, on a la discussion qui se met à défiler à toute allure, et là, tout à coup, sur la discussion, on nous dit, il y a des discussions sur Messenger qui sont en train de se dérouler, et dans les discussions sur Messenger, entre autres, et là, l'enseignante n'y a pas accès, puis elle ne peut pas tout suivre, ça va trop vite, puis il y a tous ceux qui lui rentrent dedans, puis qui n'est pas prévu. Donc, directement, les gens se coupent la parole, elle n'arrive plus à tenir la parole. Quand elle dit les choses, elle dit « Oui, mais non, madame, ils n'écoutent pas ce qu'elle dit, en fait. Elle ne peut plus se défendre. Mais en même temps, elle cherche des solutions. » Et là, donc, on dit que sur Messenger, une des étudiantes qui a dit « Moi, je comprends le travail, puis je trouve ça intéressant », est dénoncée par un collègue du groupe. Et là, il y a 19 likes qui apparaissent en dessous de elle, pour qui elle se prend c'est pratiquement une autre impérialiste là, qui vient de s'ajouter au groupe, alors que l'étudiante, elle a juste dit, moi, je comprends le travail qui m'intéresse. Et donc, on risque d'avoir une scission du groupe, alors qu'un des objectifs de l'atelier d'intégration, c'est que le groupe se connaisse, se reconnaisse et sente un sentiment de cohorte et d'appartenance. Heureusement, le lendemain, là, on dit, bon, là, où est-ce que ça va aboutir? Est-ce qu'on va perdre des étudiants et étudiantes qui vont quitter le programme, ce qui n'a aucun sens? Est-ce que... et donc, on a réussi à rattraper. Le lendemain, heureusement, il y avait un autre groupe avec un autre cours avec la même cohorte d'un autre contenu, mais avec une des trois profs aussi. Pour l'enseignante, elle n'a plus voulu revoir ce groupe. Les cauchemars se sont installés. Elle dit, quand je repense à la situation, et même encore aujourd'hui, ça fait maintenant 2-3 semaines, quand elle repense à ça, c'est le cœur qui palpite, c'est les crises d'anxiété. On est dans une situation traumatique, là. Tu perds la capacité, tu dis, bon, est-ce que je sais encore enseigner? Est-ce que tout à coup, ma marque de commerce qui était ma capacité à établir des relations pédagogiques constructives
m'échappe, me glisse entre les doigts, j'ai aucune prise dessus. Il y a eu des interventions un petit peu croisées. C'est éventuellement un autre étudiant du groupe qui a demandé le lendemain de revenir sur la situation et qui a été applaudi. Donc, il a calmé le jeu pour le groupe parce que, comme professeur, ni l'une ni l'autre des trois ne savait comment intervenir sans tout de suite apparaître comme, comment dire, solidaire ou je ne sais pas trop quel privilège. Donc, on était très inconfortable. Et le fait que ça vienne des étudiants a permis que ça se règle. Mais le fait que ce soit réglé, c'est-à-dire que la cohorte est restée, on n'a perdu personne, on a fait d'autres exercices par la suite, on a rattrapé finalement la situation comme une situation illustrant finalement le type de difficultés qu'on va retrouver dans la société sur lesquelles ils vont devoir apprendre à intervenir et à agir. Donc, il y a une manière d'apprendre de cette situation-là. L'étudiante qui a été taguée d'une certaine manière a parlé au groupe la semaine suivante et a dit « Voici comment je me suis sentie », a été applaudi. À partir de là, ça a comme libéré énormément de tension. Donc, on avait un momentum, une occasion et trois profs. Trois profs, c'est déjà pour réfléchir et pour agir un autre contexte. Mais néanmoins, on se retrouve avec des blessés, des éclopés, des profs éclopés qui ne savent plus ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire, comment elles peuvent le faire ou ne pas le faire, et n'osent pas non plus l'afficher sur tous les toits. Donc, une a voulu le présenter en assemblée, l'autre n'a pas voulu qu'on en reparle parce qu'elle craint le jugement des autres profs. Mais en même temps, quand on lui a proposé de revenir voir le groupe au dernier cours, elle a dit « Je suis incapable ». Donc, c'est pas rien. On ne parle pas de profs qui ont 1 an d'expérience. On parle de profs qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience. Là, c'est ça qui se passe. Et donc, ça s'est passé parce que c'était en ligne et irrécupérable d'une certaine manière, mais ça s'est aussi passé sur des sujets sensibles. Ce qui, par ailleurs, doit faire écho pour certains et certaines d'entre vous. Maintenant, comment on réfléchit? Je ne sais pas combien de temps, il ne doit pas rester beaucoup de temps, puis on est presque... Oui, parce que j'aimerais aussi laisser le temps pour les questions, mais tu peux conclure un peu de comment tu peux fermer, si tu veux, cette première partie avec une conclusion ou au moins une espèce de... Oui, bien, écoutez, je vous dirais, c'est sûr que ce type de situation m'amène à réfléchir beaucoup sur où va l'université. Je pense que c'est un petit peu aussi l'objet de ces rencontres qu'organise Isaac. Mais oui, on peut modifier effectivement nos formules pédagogiques. On peut, je ne me souviens pas qui écrivait dans la discussion, puis là, je n'ai pas la discussion ouverte, mais que les débats sont possibles pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. Certains sujets, peut-être pas pour d'autres. En même temps, comme de toute évidence, le passé n'est pas garant de l'avenir et du présent, comment savoir quels sujets sont bons ou non pour le débat sans savoir comment ils vont être récupérés ou non par les étudiantes ou les étudiants. Assurément, ça nous met en garde contre les grands groupes dans l'enseignement en ligne. Ça nous amène à penser, par exemple, dans le groupe de novembre, on n'avait pas de charte, effectivement, sur ce qui se passe en classe, reste en classe. On n'a pas non plus prévu habituellement, on avait eu une activité un peu différente la semaine d'avant où on avait dit, on avait présenté, si vous ne vous sentez pas prêt à faire ceci, vous pouvez ne pas participer, vous mettre Donc, on avait pris les précautions qu'on n'a pas prises cette fois-là en partant du principe que comme c'est une vidéo institutionnelle qui est obligatoire l'année d'avant, mais on ne peut plus tant que ça prendre appui sur ce qui était. Concrètement, ça pose la question de comment enseigner si on est considéré ou vu comme représentant ou représentante d'un pouvoir acquis, d'une espèce de pouvoir structuraliste ou structuré ou autoritaire ou fondé sur des histoires qui ne nous... Comment dire? On n'est plus prise pour qui on est dans notre individualité, mais comme sujet, finalement, d'un système établi, donc dans une perspective assez critique. Comment enseigner, comment continuer, comment amener les gens à réfléchir sur ce qui les concerne directement et profiter des espaces réflexifs que devraient fournir certains contextes pédagogiques en craignant chaque fois d'atteindre dans les diverses intersectionnalités possibles, d'atteindre des points sensibles qui pourraient amener des dérives.
comment l'enseignement en ligne, qui est promu, hein, parce qu'on dit, ah, ben, tout le monde en veut, tout le monde sait super bien. Comment résister à ça en disant, ben, il y a certains cours qui s'y prêtent, d'autres qui s'y prêtent moins, considérant que l'atelier d'intégration, en principe, ne pose pas, on ne sait même plus ce qui pose tout à fait problème parce qu'on ne sait jamais sur quoi ça va glisser. Et c'est vraiment, vraiment très sensible. Puis pour parler de, c'est ça, donc, et puis, il faut vraiment tenir en considération. Là, j'ai pris 2 cas, c'est 2 cas dont j'ai eu connaissance, 2 cas qui, heureusement, se sont bien dénoués, mais c'est quand même 2 de mes profs sur une équipe de 30 dont je sais qu'elles sont directement atteintes et font des choix qui sont des choix de protection et d'évitement maintenant. Alors, on va éviter et se protéger jusqu'à quel point pour continuer à être pertinent dans notre rôle. Je m'arrêterai là. Bon, merci beaucoup, Chantal. Les 2 cas, je pense qu'ils illustrent bien les défis que nous avons devant nous. Et ce n'est pas seulement sur l'enseignement en ligne, ça va bien, comme tu l'as dit, ça va bien au-delà de l'enseignement en ligne. Et j'ai une courte question pour toi et, à partir d'une perspective de communication, justement. Parce qu'on voit dans ces 2 cas-là que l'émotion prime. C'est surtout l'émotion qui prime d'abord, donc c'est comme une espèce de réaction qui vient de l'intérieur avec une certaine peut-être rage, une certaine... Donc, il y a d'abord ce problème, une communication qui se centre trop sur l'émotion. Et l'autre chose, j'aimerais souligner, c'est la question le rôle des emojis ou des réactions, comme tu l'as dit, les gens qui se mettent à pointer du doigt ou à signaler un tel commentaire, que cela ajoute à l'émotion. Parce que d'abord, on peut le faire vite, c'est pas trop compliqué, il s'agit seulement de cliquer, mais ça a des conséquences après sur la question ou cette communication très émotionnelle. Donc, ton commentaire là-dessus, on pourrait passer aux questions de nos collègues, des participants. Écoutez, il y a vraiment un effet d'emballement, effectivement, l'aspect... Ça ne se passe pas tant dans un groupe de pratique où il y a une capacité à contrôler nos propres émotions, mais quand est-ce qu'on apprend à le faire? À quel moment est-ce qu'il y a un âge, un niveau d'éducation, un parcours qui fasse en sorte qu'on arrive à établir une relation respectueuse où les émotions sont contrôlées? Donc déjà, dans l'espace de présence physique, je trouve aussi que le problème de la gestion des émotions est présent. Mais avec le en ligne et l'absence totale de filtre ou ce qui retient nos émotions, c'est la régulation relationnelle, c'est-à-dire en s'ajustant au non-verbal de l'autre. On comprend mieux l'intention quand on a l'ensemble du corps qui est là également ou du contexte physique qui nous permettent de l'être. Mais quand on n'a plus tous ces repères-là, on ne peut pas être empathique tant que ça à ce qui se passe de l'autre côté. Puis en plus, les écrans, la plupart sont fermés, c'est tout petit, on n'arrive pas vraiment. Donc, on n'a plus aucun de nos régulateurs émotionnels. Donc, effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus rien pour tempérer l'émotion et elle sort brute. Puis ensuite, il pourrait y avoir des regrets, mais en gros, on passe à la case suivante parce qu'on est aussi dans un rapport au temps qui est du présent immédiat, instantané pratiquement, puis on change la page après. L'effet des emojis ou l'effet des marqueurs de l'espace, des marqueurs symboliques qui renforcent effectivement ont tendance à fixer ces émotions brutes dans l'espace et restent. C'est-à-dire que l'étudiante, entre autres, qui avait vu 19 likes, donc 19 pouces en l'air, s'ajouter instantanément à un commentaire qui faisait d'elle pratiquement l'ennemi public numéro 1, c'est-à-dire, toi, tu es du côté de la prof, on sent bien que tu te places du côté du pouvoir. Une chose que je n'ai pas mentionnée dans le deuxième cas, c'est quand même pas banal, quand après, elle a été merveilleuse, elle a réussi à trouver une solution pour le travail en disant « OK, ne parlez pas du vécu, ne faites que commenter les ressources de soutien disponibles à l'UQAM. » Donc ça objectivait, je m'excuse, j'ai un bureau très ensoleillé. Donc, elle les renvoie comme ça et l'étudiant qui l'a interpellé, donc ce jeune homme
ce jeune homme blanc, outremontais, tout ça, qui essaie de lui dire « j'ai raison, vous avez tort », mais en 36 langues et en écoutant très peu ce qu'elle a à dire, tout à coup surgit dans son espace classe 3 autres garçons du groupe. Et quand elle dit « oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Ils disent « nous, on est là en soutien à telle personne pour le préserver des abus de pouvoir de la prof. » Je sais pas, il y a George Orwell et puis ensuite il y a la réalité, quoi. On est à peu près dans le même espace dystopique. Et je disais ça pourquoi? Je dis, ben oui, effectivement, c'est l'espèce de soutien spontané, c'est l'espèce d'expression brute et sans nuance, renforcée, enregistrée, marquée dans l'espace, revoir les pouces en l'air, même si les personnes s'excusent après, le moindrement qu'on a le moral un petit peu à plat, ça aggrave et il ne faut pas non plus s'étonner que dans la société en général, c'était déjà en cours, c'était déjà en phase, c'était déjà vers là où on allait. Mais les problèmes de solitude, de santé mentale et tout ça, ça augmente. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voulez ressasser des idées noires, la table est mise. Bon, merci beaucoup. Oui. Donc, on va ouvrir maintenant les questions, les commentaires. Oui, Maxime, vas-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'exposé. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes pour nous. Là. Je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué, on est plusieurs de l'Université d'Ottawa ici. Par hasard. Je compte 5 signataires de la lettre D34. Vous avez remarqué Verouchka, il y a des sympathisants après coup, comme François Chapelot qui a orchestré la récente lettre des 73. Donc, on nage dans ces questions-là depuis octobre 2020. Là. Dans mon cas, j'étais directeur de département pendant la pandémie, puis je m'étais dégrévé d'enseignement. J'ai repoussé, lorsque la crise de Verouchka est survenue, j'ai repoussé l'enseignement à cette année-ci actuelle parce que je sentais qu'il y avait trop de dangers, trop de périls. Et puis maintenant, j'enseigne en ligne pour la première fois, donc, et ça va beaucoup mieux que je l'appréhendais. Okay? Mais ceci dit, je vois toutes sortes de dérives possibles. J'aimerais peut-être suggérer une ou deux choses un peu concrètes. Premièrement, c'est une parenthèse, mais j'ai beaucoup aimé quand vous avez signalé le danger qui s'accroît dans des semaines spécifiques de la session. J'ai toujours remarqué, mais ça, c'est le cas en présence aussi, là, quand les semaines... on a 12 semaines, nous, là, les semaines 9, 10, 11 sont des semaines difficiles pour tout le monde, pour les étudiants certainement. Hein. Donc, il faut marcher sur des œufs ces semaines-là. Mais enfin, quand une vraie crise surgit et qu'un professeur est complètement déconcerté, mais que le cours est entièrement à distance, je pense qu'il y a toujours moyen pour un directeur de département de lui suggérer de basculer complètement en asynchrone, c'est-à-dire d'enregistrer son cours, puis de ne plus faire face à la classe tout en enseignant sa matière. Ce n'est pas une solution idéale, mais c'est une solution d'urgence qui peut fonctionner. Hein. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a eu un cas particulier, nous, dans la foulée de l'histoire Verouchka, qui concernait un de nos collègues qui s'appelle Charles Leblanc, qui enseigne au département de philosophie, qui enseignait un cours à distance, puis là, un extrait de 10 secondes de son cours, pris complètement hors contexte, a été enregistré et mis sur Twitter par une étudiante. Et c'est devenu complètement viral sur Twitter. Et là, lui, il s'est dit victime de macro-agression subitement venant d'un peu partout. Non. Ce cas-là m'intéresse beaucoup parce que l'institution a dit en gros qu'il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire, on ne peut pas réguler les médias sociaux. Et j'aurais envie de dire, c'est vrai, on ne peut pas réguler les médias sociaux. Et si un étudiant veut venir témoigner d'un de ses cours ou d'une expérience qu'il a trouvée négative dans un de ses cours sur Twitter ou sur Facebook, je pense que ce n'est pas un problème en tant que tel. C'est une liberté d'expression qui est saine et qui est correcte. Le problème avec l'enseignement à distance, c'est de prendre un bout du cours en question et là, de le faire tourner hors contexte. Et là-dessus, il me semble que les institutions peuvent agir. C'est-à-dire que les institutions peuvent quand même dire à
à leur population étudiante, ce qui se passe dans une salle de classe électronique, ça appartient à l'institution, ça appartient au professeur. Vous ne pouvez pas le publier. Que ce soit des notes de cours, que ce soit des PowerPoint, que ce soit le prof parlant, comme c'est la propriété de l'institution. Vous ne pouvez pas le dévoyer puis le mettre ailleurs. Bon, c'est ce qu'on a essayé de faire valoir, nous, à l'Université d'Ottawa, avec un succès, disons, mitigé, là, mais il me semble qu'il y a là quelque chose qui pourrait devenir une pratique courante. Donc, en somme, que les étudiants ventilent sur Twitter, sur Facebook, ça me semble non seulement inévitable, mais pas nécessairement à essayer d'éviter, mais que les profs s'y retrouvent malgré eux, comme physiquement, avec leur image, avec une partie de leur parole, ça me semble catastrophique. Les règles sont là, c'est-à-dire que quand on va sur nos plateformes, nous on est sur Zoom, mais quand on va sur la plateforme et même dans les règlements et tout ça, on sensibilise, c'est écrit que les étudiants et étudiantes n'ont pas le droit d'utiliser ce matériel-là, qu'il ne peut pas y avoir d'enregistrement privé, que ça ne peut pas être utilisé. Quand c'est fait, après, on fait quoi? Ensuite, il y a sûrement moyen de nous, ce qu'on voulait, tout simplement, c'est que l'étudiante qui a fait ça reçoive une lettre d'une personne en position d'autorité. Ça aurait pu être le doyen de notre faculté, par exemple, disant c'est une pratique que nous n'admettons pas. Juste une lettre désappropriatrice, mettons, venant d'une figure assez élevée dans l'administration. Mais ça, on n'a pas eu ça. Je vous dirais, ça a été fait dans le premier cas. Il y a eu des éléments de cet ordre-là parce qu'elle a été convoquée notamment pour... Elle disait que personne n'était à l'écoute. Alors là, elle a reçu des invitations à être écoutée du doyen, du service de la vie étudiante et tout. Elle a toujours trouvé que le contexte n'était pas correct. Elle arrivait aux rencontres avec une liste de revendications de 3,5 km. Et donc, oui, il y a eu des interventions, il y a eu cette lettre-là, mais à la limite, à chaque fois que les personnes, les représentants de l'université en ressortaient, ils en ressortaient avec la crainte que ce soit pire. Et qu'on utilise cette lettre-là pour dire, voyez comme ils sont, comme il y a un système protectionniste, comme il y a un système finalement. Donc, il y a toujours des gens pour reprendre ça. Fait que il y a un avantage et un risque à la même manœuvre de récupération et il y a toujours un esprit hostile qui va pouvoir prendre cette lettre-là et dire, ah, on voit bien qu'ici, il y a une confrérie, là, il y a une solidarité des privilégiés. Ouais. Et puis juste en réaction aux 2 semaines, je veux dire, il y a deux cas de figure. Il y a la fatigue de la faim, mais à 2 semaines, c'est aussi des choses qu'on a vues dans les cours ici en études autochtones, c'est que la relation de confiance n'est pas encore établie, la relation pédagogique n'est pas établie, il n'y a pas encore de ciment. Donc, il n'y a rien de convenu et d'expérimenté comme mode relationnel. Et donc, à ce moment-là, vous devenez une figure presque anonyme, même si on sait qui vous êtes. Et donc, ce sont ce sont aussi des moments fragiles avant que la relation pédagogique, avant que la relation soit établie. C'est ça, Velouchka, justement, elle mentionne cela dans son commentaire ici. Elle dit, dans son cas, c'est arrivé au deuxième cours. Donc, je vois Jonathan et après Dominique. Jonathan, oui. Oui, merci pour votre présentation. Peut-être pour juste faire un bout de chemin sur la réflexion sur ce qui se fait en ligne. Moi, vous savez, ça aurait pu être mon étudiante qui aurait été à la place de Verouchka il y a un an avant. Il s'est passé des choses dans son cours, tout ça, puis heureusement, ça s'est bien déroulé. Donc, j'ai réussi un peu à lui donner des suggestions, pas aller dans le cours pour pas la délégitimer, puis lui donner quelques conseils. Ça s'est bien passé, mais c'est peut-être un peu du hasard. C'est juste comme ça. Ce que j'ai remarqué dans tout ça, et puis Maxime et d'autres personnes pourront en témoigner, puis je l'ai souvent apporté ce point-là, c'est que il y a comme une grammaire, un ensemble de vocabulaire, un système qui se tient et qui circule sur les réseaux sociaux. Et c'est très facile pour les jeunes de dire, OK, sur Instagram, je vois tel mot, ça veut dire trauma mining, ça, c'est du tone policing. Tu ne peux pas dire à une personne qui s'exprime de façon forte qu'elle devrait garder la civilité, tout ça. Donc, tout ça, ce système cohérent, il circule sur des réseaux sociaux, les jeunes s'en abreuvent et ensuite, ils amènent ça dans le cours. Et là, c'est très difficile de négocier avec tout ça. C'est très difficile de le comprendre, c'est très difficile de le déconstruire. C'est comme une déontologie qui rentre dans un espace qui est
vraiment pas nécessairement prêt pour l'accueillir, un espace qui est plutôt critique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ou si dans vos réflexions, vous vous êtes interrogé sur ces questions justement là, d'une morale qui circule sur TikTok, Instagram, puis c'est facile. Et c'est très facile. Tu ne dis pas un mot, tu fais ci, tu ne dois pas faire ça. Alors, je voulais vous entendre là-dessus si vous participez à vos réflexions. Vous participez à mes réflexions, c'est-à-dire que j'ai pas... Ça me préoccupe énormément parce que tout à coup, ce sont les règles du vivre ensemble. C'était un petit peu c'était aussi présent dans le résumé de la présentation où évidemment j'ai couvert à peu près le tiers de ce que je pensais couvrir, comme dans mes cours, c'est pareil. Mais donc, oui, les règles du vivre ensemble changent et je dirais même le sens de l'université universelle change. Le sens d'une connaissance qui est construite à partir de méthodes qui sont aussi le fruit de chercheuses et chercheurs privilégiés. Et donc, tout à coup, tout est remis au même niveau. Donc, toutes les connaissances, tous les savoirs sont remis au même niveau. Les règles sont différentes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une règle de rencontre, on est une règle de, ou bien on est ensemble en communauté et on regarde le monde, ou bien on est des individus, enfermés dans nos intersectionnalités, enfermés dans nos spécificité parce que tout à coup, mon expérience vaut la tienne, pointe à la ligne. Donc, ce changement de l'intelligence, ce changement du rapport à l'intelligence collective, ce changement du rapport au vivre ensemble, ce changement du rapport à l'universel et à l'universalité des savoirs, effectivement, sont extrêmement préoccupants et quand on pense et quand on ajoute finalement toutes les économies que nos grands gouvernements pourraient envisager en amenant l'université en ligne, donc besoin d'un seul cours, on enlève la logique des programmes, on y va à la carte, on clientélise tout, les risques sont exponentiels et le rythme auquel ces risques-là pourraient se développer extraordinairement rapide. Et donc, ça implique énormément de vigilance. Et je pense qu'un peu c'était l'esprit de l'intervention de Maxime aussi, c'est de pas simplement dire, oh mon Dieu, quelle catastrophe, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, dans le qu'est-ce qu'on peut faire, oui, il y a des stratégies, comment dire, de protection, de protection ou plus que ça, curative. Pour moi, le passage, par exemple, en ligne différée, c'est une approche curative, c'est-à-dire devant une personne qui est à risque de plus de problématiques, mais qui doit quand même livrer la marchandise. C'est une façon de faire, mais pour prévenir, je pense qu'on doit vraiment s'opposer avec une certaine vigilance, avec une certaine force au passage totalement en ligne. Et je pense qu'on doit aussi favoriser l'adoption de chartes qui soient similaires dans tous les cours, de façon à ce qu'on n'ait pas à les répéter, puis qu'on n'ait pas à les réinitialiser ou les refaire comprendre à chaque fois qu'on a un cours et qu'on ne les contraigne pas non plus uniquement des cours où les sujets sont sensibles, mais qu'on dise concrètement, ce qui se passe en classe reste en classe. Concrètement, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon image, ma voix, sans mon consentement, ni celui ou les images ou les voix de vos pairs. Ben là, une fois que tout est écrit, on n'a plus besoin d'écrire une lettre du doyen, on a juste besoin de renvoyer cette charte-là, et c'est la même partout. Donc, quelque part, il y a probablement des voies d'action préventives à envisager, là. Mais les risques, je ne peux que faire bis sur votre lecture. Oui, donc Dominique, mais avant, juste, je vais lire ici le commentaire de Marie-Hélène Brunet, parce qu'elle dit, personnellement, en ligne, je trouve que la relation pédagogique prend jusqu'à 5 semaines à s'établir. Ça me semble plus long qu'en présentiel. Et oui. au présent. Vous avez moins d'indicateurs, relationnels, donc évidemment, ça prend plus de temps pour en faire la synthèse. Et donc, quand on est rendu à 5 semaines avant d'établir une relation pédagogique significative, où là, on se reconnaît dans notre particularité comme groupe et comme enseignante ou enseignant, ben, si vous avez des sessions de 12 semaines, vous voyez un petit peu le temps pendant lequel on peut en profiter. Là. Ouais. Oui, Dominique, je m'excuse. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante parce que concrète aussi. On est confronté à des situations très, très, très concrètes et on est démunis vraiment
Cette situation nous oblige à nous adapter à plusieurs niveaux, justement, avec la technologie déjà dans un premier temps et ensuite avec ce que ça comporte de défis d'établir cette relation privilégiée, d'un vivre ensemble dont on est privé par ailleurs dans la vie de tous les jours sous pandémie. Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aussi réfléchi à comment établir un contact avec mes étudiants, mes étudiantes. Ça a été pour moi peut-être la question qui m'a le plus préoccupée. Et j'en suis arrivée à des constats, à des options et peut-être que je pourrais un peu les partager avec vous juste pour voir. Une des choses que j'ai apprises l'année dernière, c'est que enseigner face à des noms, c'est pas possible pour moi. Pour moi, c'est pas possible. Et donc, mais j'ai voulu comprendre pourquoi. Et j'ai des classes majoritairement de filles. Alors, je leur ai demandé pourquoi elles ne voulaient pas. Et puis, tranquillement, timidement, derrière leur nom, parce qu'on ne voit pas leur visage, elles ont avoué avoir peur du jugement, avoir peur du regard de l'autre. Alors, on sait qu'on vit dans un monde, dans une ère où l'image et les écrans sont prédominants, ont pris une ampleur et puis qu'on sait aussi que Facebook a eu un effet dévastateur sur les filles en particulier. Le taux de suicide des filles a augmenté de manière vraiment impressionnante là et c'est rare parce que habituellement c'était les garçons qui se suicidaient au XXe siècle, qui étaient dont le taux de suicide était prédominant et là il y a comme un renversement. Et donc, j'ai décidé cette année de leur demander de mettre leur visage à l'écran. Je leur ai dit, cette année, si vous voulez faire partie du cours, vous devez montrer votre visage. Ça fait partie du contrat qu'on a ensemble. À mon grand étonnement, pas tout le monde, les filles ont voulu rester dans le cours sans montrer leur visage. Un tiers de la classe n'a pas voulu montrer son visage. Je n'ai pas sévi, sauf que la règle était claire, ça faisait partie des points de participation. Donc, montrer son visage, c'est participer, c'est être dans la communication, dans la relation. Écoutez, ça a été formidable. Ça a changé complètement la donne, en tout cas par rapport à l'année dernière. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 niveaux d'intervention. Une première intervention individuelle, c'est-à-dire que je lançais des questions au groupe et je leur disais, là, vous réfléchissez, vous avez 3 minutes, 4 minutes, vous réfléchissez, vous prenez des notes, quelle est votre position sur tel sujet? On s'en va en petit groupe après. Donc, en petit groupe, elles échangeaient, elles ont adoré ça, pouvoir échanger. Puis, au début, c'était des questions justement qui n'étaient pas... qui ne portaient pas conséquence. Hein. Moi aussi, j'ai fait cette progression-là. Donc, des questions pas trop difficiles, pas trop complexes pour installer plutôt une communion entre les filles en elles-mêmes pour qu'elles puissent réfléchir ensemble. Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je pense ça. Pourquoi? Bon, alors, elles avaient des questions précises auxquelles elles pouvaient réfléchir. Et ensuite, on le faisait en grand groupe. Et donc ensuite, je demandais à chaque équipe, et j'avais photographié donc la liste des équipes parce qu'autrement, personne ne voulait parler. Et ça faisait partie aussi des exigences de participation de nommer une personne pour représenter le groupe. Et ça, c'était point de participation. Alors, je leur ai dit, vous devez faire une rotation au courant du cours si vous voulez avoir tous vos points. Hein, donc, une fois, c'est une, l'autre fois, c'est l'autre. Et donc là, et comme ça varie, en tout cas, donc, ça a créé une dynamique intéressante. Et donc, une équipe présentait son point de vue, une autre équipe présentait son point de vue, une autre, sur chacune des questions. Donc, une équipe, une question, etc. Et puis après, je leur disais, bon, OK, vous êtes arrivé à telle réponse, comment est-ce qu'on pourrait aborder une question de l'autre, à partir de l'autre point de vue? Hein? Puis là, bon, là, je les sentais réfléchir et tout ça. Puis là, timidement, arriver avec un truc. Là, je leur disais, OK, posez-moi la question. On va essayer de voir quelle pourrait être une argumentation pour le point de vue inverse. Et donc, ça devenait comme un jeu.
ça devenait comme quelque chose de stimulant et on riait, c'est-à-dire qu'on ne se prenait pas trop au sérieux. Et ça a créé une belle solidarité dans le groupe et ça a fonctionné, je vous dirais, ça a été vraiment bien. Alors, à la fin du cours, au lieu d'aborder de fond un débat difficile, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en cours, et ça, j'ai eu peur, mais j'ai mis un livre polémique qui s'appelle L'art sous contrôle, où il y a plusieurs exemples de performances, d'œuvres d'art qui ont suscité des polémiques. Et donc, la personne qui est une spécialiste, qui est une philosophe, qui s'intéresse à la question de la moralisation, de la morale dans l'art, montre des cas où, et c'est à la fois des personnes racisées, non racisées, donc là, il y a un mélange et ça ne devient plus pertinent. Hein, la question de la race n'est plus pertinente puisque les personnes racisées sont des deux côtés. Soit elles produisent des œuvres d'art polémiques, soit elles sont elles-mêmes l'objet d'attaques. Donc, ça perturbe cette catégorisation très rigide. Et donc, à la fin, j'ai créé un jeu, c'est-à-dire que j'ai divisé la classe de A à K et de K à Z. Et là, donc, ça éliminait les types noir, blanc, ami, pas ami. Non, c'était pas ça, c'était donc l'ordre alphabétique. Et là, je leur ai dit, OK, on a 2 arbitres. Et là, je leur ai posé des questions sur ce livre-là, explosif, un livre explosif. Donc, je leur posais du type, que pense l'auteur de? Quels sont les types d'arts sociétaux? Parce qu'elle présente ça comme des arts sociétaux, les arts moralisateurs. Et donc, et là, les 2 arbitres ont dit, mais on voudrait jouer, madame. On voudrait jouer, nous aussi. Alors là, donc, j'ai vu que ça y était, que c'était une bonne formule, que ça fonctionnait, qu'elles avaient envie de participer, qu'elles avaient envie de trouver les réponses. Et donc, alors, mais ça a été pour moi toute une réflexion, parce que je ne suis pas en communication. Mais j'enseigne en études féministes. Et donc, je suis confrontée constamment à cette nouvelle façon de poser les choses en silo, plutôt que de manière transversale, plutôt que de montrer qu'on a tous des épreuves, tout le monde, et on ne sait pas quelles sont les épreuves que les autres ont vécues. On ne le sait pas. Et votre exemple est formidable. Votre exemple de nos étudiants qui sont dans des programmes, pas dans des programmes, mais qui ont des conditions de santé mentale ou de difficultés, la dyslexie, tout ça, on ne peut pas révéler ces cas-là. Et donc, je pense que désormais, au début de mes cours, ce que je vais faire, c'est que je vais insister sur le cas, on ne sait pas quelles sont les épreuves que les personnes dans la classe ont vécues. On ne le sait pas. Et donc, on ne peut pas prendre pour acquis que l'on sait, hein, et que l'on pense que telle personne. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes blanches se revendiquent racisées. Et donc, il y a, et dans la communauté, il y a une division sur le sujet. C'est-à-dire que certaines personnes racisées vont dire oui, elles ont un parent noir et donc elles sont racisées. D'autres vont dire donc ça ne fait pas consensus. Et donc, il faut se rappeler ça, se rappeler que c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, qu'on le pense. Et moi, parler en termes de blanc-noir, j'ai beaucoup de mal. Oui. Beaucoup de mal. Alors voilà, je n'ai pas tellement de questions sauf une appréciation et je voudrais que vous, si vous publiez sur le sujet, je voudrais être informée, je voudrais pouvoir lire ce que vous ferez parce qu'on a besoin vraiment maintenant d'informations, d'études, c'est très important. On est rendu là. Voilà, merci beaucoup. Merci Dominique, merci. Donc, pour finir, je vais demander à Veroushka d'intervenir parce qu'elle avait levé la main. Oui, Veroushka. Oui, je vais le faire brièvement. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence. L'exposition des 2 cas m'a fait revivre des moments assez difficiles, assez émotifs. Puis je partage tout ce que vous avez dit dans vos expériences, le traumatisme, tout ça, c'est encore présent, évidemment. Mon intervention, je voulais la faire au niveau de cette charte dont vous parliez.
Je voulais préciser, moi, dans mon expérience, le cours où s'est produit ma mention du mot en N, le cours d'avant, le premier cours, j'avais pris le temps, j'avais des avertissements dans mes plans de cours, j'en avais 2. J'avais aussi préparé un PowerPoint sur les droits d'auteur, dans lequel j'expliquais qu'est-ce que c'est que les droits d'auteur au Canada, les conséquences si on brise le droit d'auteur. Puis j'avais inclus là-dedans le fait de tout le matériel que je mettais en ligne. Alors, mes étudiants étaient très conscients, en tout cas, je pensais qu'ils étaient très conscients que tout ce qui était diffusé en ligne, les PowerPoints, tout ce qui était accessible sur notre plateforme là, qui s'appelle Brightspace, était ma propriété et je ne leur accordais pas le droit de publier. Voyez, malgré tout ça, ça s'est fait quand même. Alors, je me dis, oui, sûrement que ce serait pertinent d'avoir une charte, mais il faudrait qu'il y ait, je ne sais pas, des conséquences ou en tout cas que les départements, que les institutions aient un mécanisme pour faire appliquer ces chartes-là parce que de dire uniquement, vous ne pouvez pas le faire, il y a des risques. Même moi, j'avais dit, je veux dire, c'est mon matériel et normalement, quand on enfreint les droits d'auteur, il peut y avoir des poursuites légales. Et malgré tout ça, l'étudiante n'a pas uniquement publié un extrait de notre conversation personnelle, elle a même publié mes coordonnées personnelles, ce qui était légal. Et vous savez, l'Université d'Ottawa s'en est complètement lavé les mains. Je ne pense même pas que l'étudiante a été convoquée. Alors, parce que l'Université d'Ottawa fait pire que de s'en laver les mains. Je pense qu'elle a contribué, mais bon. Oui, c'est ça. Ouais, oui, on pourra en parler longtemps. Mais donc, c'est ça, mon point de vue, ce serait oui, une charte, mais il faut qu'il y ait quelque chose en arrière pour la faire appliquer. Puis il faut évidemment que ce soit quelque chose qui soit j'ai le mot universel, mais en tout cas, la même chose pour tous les programmes, puis que ce soit solidement aussi appuyé et soutenu par le département, par les facultés, par l'université. Voilà. Puis j'ai peur que... Là, on parle d'enseignement en ligne, mais à mon avis, les grandes classes en présentiel, on est loin d'être à l'abri de ça non plus. Vraiment, là, j'ai une petite classe cette session à l'UQAM. Là, je suis quand même chanceuse, mais je marche sur des œufs. Là, j'ai tellement peur de faire une erreur. Puis je vais terminer en disant ce que j'ai trouvé comme moyen. Jusqu'à présent, ça semble fonctionner. Le cours que je donne, c'est l'art du 19e siècle. Puis j'aborde dans la seconde partie du cours, j'ai construit le cours de façon à présenter l'histoire de l'art général dans la première partie de la session, puis ensuite la confronter avec une histoire de l'art plus inclusive où je parle l'art des personnes de l'Orient, hein, l'orientalisme et l'orientalisme vu par les femmes turques, par exemple. Même chose pour les personnes noires, hein, les stéréotypes véhiculés par la peinture, l'art des Blancs, et ensuite comment les personnes africaines-américaines se sont représentées dans les œuvres d'art. Je fais la même chose pour les Autochtones, etc. Puis chaque fois que je présente ce contenu-là, je prends vraiment le temps au début du cours d'expliquer pourquoi est-ce que je le fais, de montrer comment, par exemple, des personnes qui ont subi des difficultés extrêmes ont réussi à combattre ces difficultés-là, pas à se positionner en victime, mais bien de les confronter puis de créer leurs propres images pour être capable de changer. Puis je mets beaucoup l'accent là-dessus, sur le fait que c'est inspirant, le fait que ces personnes-là ne sont pas justement des victimes passives, mais qui sont des agents actifs du changement face à la perception de leur propre image, etc. Puis jusqu'à date, ça semble marcher, mais c'est ça, je ne sais pas. Alors, je termine là-dessus. Donc, merci infiniment pour cette conférence. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Ah non, pas seul du tout. Certainement pas. Seul du tout. Oui. Merci. Oui. Et Chantal, donc, merci Verouchka. Donc, Chantal, je te laisse les mots de la fin pour commenter les propos de Dominique et de Verouchka. Peut-être les mots de la fin, c'est de penser la question, enfin, quand j'ai évoqué la charte, ce n'était pas pour donner l'impression d'avoir trouvé une panacée, mais l'idée, c'est de ne pas rendre les professeurs responsables à chaque fois, dans chacun de leurs cours, de développer une telle charte qui amène à spécifier les cours où on pressent d'éventuels risques, alors que ces risques-là ne sont pas spécifiques au contenu des cours. Et donc, pour moi, c'était plus l'aspect de, comment dire,
même si les moyens ou les leviers d'action restent un peu ténus, on l'a vu avec les droits d'auteur, on l'a vu avec tous les sites qui reprennent depuis bien avant la pandémie, par ailleurs, nos matériaux partagés en ligne, à gauche, à droite, les avis se multiplient, mais plus il y a de cohérence dans les avis, plus il y a de sensibilisation, et moins on a besoin d'expliquer la charte parce qu'elle devient effectivement quelque chose de « OK, c'est compris ». Je pense qu'on enlève un poids ou un fardeau supplémentaire sur le dos ou les épaules de certaines personnes qui enseignent dans des cours plus sensibles. Donc ça, c'était plus ça. De la même façon, je pense que tous les partages de tactiques ou de stratégies pédagogiques qui semblent fonctionner sont excellents, mais encore une fois, il ne faudrait pas avoir l'impression de panacée chaque fois les risques. Comment dire, il y a tellement de pelures de bananes partout que le risque de glisser dessus nous échappe. C'est-à-dire qu'on ne voit pas sur le sol, c'est difficile de tout capter. Peut-être également dire que les personnes qui, parmi les enseignants-enseignantes traumatisées pour les étudiants-étudiantes, j'ai peu de données malgré tout sur les effets à moyen ou plus long terme. Je remarque que les enseignantes-enseignants qui partagent déjà un paradigme critique, donc qui déjà s'inscrivent dans la diversité, dans l'inclusion, se remettent de ces situations à risque-là parce qu'ils les comprennent, parce qu'ils sont en cohérence avec la perspective de la liberté, des différentes oppressions, de l'acteur sujet, non pas de l'acteur individuel. Donc, ils sont dans un paradigme. Mais pour les personnes qui, surtout en sciences humaines et sociales, on le sait, les paradigmes se côtoient, ils ne sont pas exclus, ils sont un peu exclusifs parfois, mais pas tant, ils coexistent. Mais pour les personnes pour qui la structuration des relations, par exemple, qui s'inscrivent vraiment dans une logique où l'enseignante, l'enseignement, le prof a le droit de contrôler son groupe, a la liberté pédagogique de tenir son groupe comme elle ou il l'entend, bien là, la capacité de se remettre et de se replacer dans une relation pédagogique est plus difficile. Et c'est pour ça que les rétablissements changent aussi en fonction aussi de ce qu'on est comme prof, c'est-à-dire des êtres de théorie, des êtres de perspective, des êtres de réflexion. Donc, en tout cas, moi, j'insisterai également sur cet enjeu-là. Et oui, les multiples conversations parallèles, c'est-à-dire que, oui, pire évidemment, quand on récupère la voix et l'image des profs et donc qu'on les expose directement comme objet d'opprobre sur les sites sociaux. C'est-à-dire, quand on met sur Twitter une image et un son, une voix de prof, puis que là, on commente, bien là, c'est la personne. Là, je pense que de toute façon, il y a la loi qui agit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une atteinte à l'intégrité, il y a une atteinte forte à l'image, et en fait, là-dessus, il y a déjà des lois, et je pense que leur mise en application va être obligatoire. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on mette vraiment des pressions très, très fortes. On n'a rien à inventer là-dessus, là, ça existe. Donc, c'est plus facile que sur juste les médisances qui, elles, sont plus difficiles à saisir. OK, merci beaucoup. Il y a un commentaire ici de Jean-Pascal Baudouin. J'aime bien la notion de perfectionnisme toxique, tel que présenté par Lorena Rose, qui était invitée, j'imagine que ça c'est la faculté des sciences sociales en septembre, donc perfectionnisme toxique. Donc la liberté académique aussi donne place à l'erreur. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Oui, ben on peut apprendre. Non, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde, mais en fait, c'est une perversion qui ne fait pas que toucher les enseignantes et les enseignants, il faut peut-être le souligner. Je pense qu'on a aussi énormément d'anxiété de performance chez nos étudiantes et nos étudiants et que ce risque-là, il est aussi mutuel et, encore une fois, un peu dans l'esprit de ce qu'on disait sur les émotions, il y a un effet de contagion et un aspect de survalorisation même du perfectionnisme, tant chez les étudiants et étudiantes que chez les enseignantes et enseignants, qui fait aussi partie du portrait d'inclusion et d'exclusion, non pas sur les bases habituelles des discriminations, mais sur les bases beaucoup plus subtiles des manières d'être et des rapports au savoir. Okay, très bien. Donc, merci beaucoup, Chantal. Merci à toutes et tous pour votre participation. Donc, je vous souhaite de belles fêtes, une belle fin de session. Et on va se rencontrer à l'hiver parce que, bon, l'idée, c'est... OK, je vois ici la main levée de quelqu'un, de Jade. Pardon, Jade Boivin.
Oui, désolée, je pensais pas. Bonjour Chantal. Je pensais pas que vous alliez interrompre votre conclusion pour me donner la parole. Là. Ça sera pas long, c'est parce que j'étais prise ailleurs le premier 30 minutes, puis j'étais tellement triste de ne pas être là, puis je voulais savoir comment accéder à l'enregistrement. Oui, oui. Ça Donc, je vais envoyer l'enregistrement à tout le monde qui s'est inscrit. Oui. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous envoyer, comme toujours, il y a l'enregistrement et je vais revenir en peut-être fin janvier, début février. On va continuer avec cette série parce que, bon, je pense que c'est clair qu'il y a plein de thèmes à discuter dans un contexte qui est assez dynamique, pour ne pas dire autre chose. Okay. Merci beaucoup, enflammé, Isaac, on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça, enflammé. Voilà. OK, donc merci et bonsoir à tout le monde. À la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.